Voilà. Surtout ne la respirez pas. Hein. Bravo. Alors on va appeler la dernière keynote. Je vais laisser Franck et ses invités prendre possession du truc et puis on va laisser l'imprimante 3D retrouver ses deux papas. On a pris un petit peu de retard, donc on va passer directement sur la dernière keynote, qui est effectivement sur la thématique du digital. Est-ce que le digital et comment le digital a changé les stratégies de contact et de communication du luxe? Donc on va les laisser partir avec leur maquillage et cette belle démonstration. Merci. Alors je vais appeler monter sur scène. Allez-y. Voilà, tout le monde piaffait d'impatience. Tout le monde avait envie de parler. C'est vrai, c'est sympa. Ça fait un peu scolaire. Vous m'oubliez pas. Hein. Il y a un peu de place. C'est vrai? Allez, ça sera plus convivial. Personne ne veut se mettre au milieu? Vous avez peur de vous mettre au milieu? Vous préférez la promiscuité? Très bien. Donc moi je me présente, je m'appelle Jérôme Monange, je suis co-organisateur du DLM 2015 et donc je suis aussi fondateur du Lab Luxury and Retail et j'ai trouvé intéressant de monter ce plateau avec et des marques et des prestataires pour pouvoir un petit peu faire le point de ce qui se passe dans la communication et le contact grâce au digital. Alors je vais vous présenter nos intervenants de la gauche vers la droite. Donc, sur notre gauche, Ariana Galante, qui est directrice générale France de l'agence de marketing digital Contact Lab. Une agence d'origine italienne, vous le verrez à son charmant accent, spécialisée dans le marketing direct digital et qui, dans son expertise retail et luxe, compte des marques assez connues. Si je vous dis Giorgio Armani, Bailly, Belstaff, Damiani, Emilio Zegna, Bulgari, et Bailly, etc. Davy, qui a voulu se mettre entre deux dames, mais je le comprends, qui Davy d'Auvergne. Alors je cherche votre titre exact, qui est Product Marketing Innovation Retail chez Cegid. Alors, est-ce qu'on doit présenter Cegid, premier éditeur français de logiciels de gestion, et qui aussi a développé un savoir-faire sur des expertises métiers et fonctionnelles. Et évidemment, dans les secteurs notamment retail et luxe, mais pas que, bien sûr, parce que c'est très large en termes d'intervention. Notre première marque présente, Perrine Corvézier, qui représente la maison Ulins, qui est Chief Digital Officer. La maison Ulins est une maison de luxe jeune, puisqu'elle date de 2010. Et elle compte aujourd'hui 3 boutiques, un site de e-commerce et aussi un pop-up store. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler aussi. Et je continue. Nous venons tout droit des États-Unis et assez difficile à joindre. Sylvie Galanter, qui représente une jeune marque de parfum déjà avec beaucoup de notoriété, qui s'appelle Atelier Cologne, qui a été effectivement récompensée par 2 fois cette dernière année et qui a 4 magasins propres. Voilà, je me suis pas trompé, et plus de 300 points de vente à travers le monde, et donc une expérience très intéressante au niveau au niveau effectivement de la distribution et même du produit. Et nous allons terminer par Stéphane Gallieni, qui est effectivement le co-directeur de l'agence Ballistique, qui est une agence spécialisée digital et luxe, et qui a aussi des très beaux noms dans son portefeuille, notamment Dior et d'autres, j'en ai oublié. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour de table et vous poser la première question à tous, en commençant peut-être par Ariana. Le sujet, c'est effectivement comment le digital a changé les stratégies de contact et de communication
communication du luxe. On aura tout le temps de développer puisqu'on va essayer de faire cette petite intervention en 3 points. Juste pour vous, en une phrase, qu'est-ce que ça a changé effectivement le digital dans cette stratégie de contact et de communication du luxe? Alors, en une seule phrase, c'est difficile. Je crois que le point essentiel, c'est que je crois que après avoir eu un peu peur du digital, ou en tout cas après une période de désintérêt total, je vois que les marques de luxe sont en train de vraiment comprendre comment appréhender ce monde, comment l'utiliser au mieux pour arriver à véhiculer et à traduire l'extrême personnalisation du luxe en utilisant les capacités et le potentiel du digital. Merci. Davy, même question. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le digital a vraiment transformé, en fait, pour nous, en tant qu'éditeurs, bien sûr, la manière dont il fallait concevoir les systèmes d'information, mais je ne vais pas rentrer dans le détail du système informatique aujourd'hui. Mais concrètement, quand on avait avant typiquement un système en magasin où tout était concentré et toutes les informations étaient au même endroit, aujourd'hui on a dû décomposer, repenser finalement en apportant une expérience d'achat complète et globale au consommateur pour fluidifier son expérience sur les différents points de contact et lui permettre de retrouver le même niveau d'information et potentiellement le même niveau de service qu'il exige auprès de sa marque favorite. Voilà. Merci. Perrine Corvézier, même question. Alors moi, le digital, ça apporte une autre solution à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire à notre manière de contacter nos clients. Ça leur donne un plus de possibilités, en fait. Ça ne remplace pas le papier, mais ça donne à nos clients la possibilité d'être contactés par un canal différent, d'acheter sur un autre canal. Donc c'est un autre outil en plus à nos arcs. Merci. Sylvie Ganter. Alors nous, le digital nous a beaucoup apporté, parce qu'on est une toute nouvelle maison de parfum, on a 5 ans d'existence. Et face au digital, on avait un petit souci, c'est qu'à travers un ordinateur, on ne peut pas faire sentir. Donc vendre du parfum sur Internet, ça paraît complètement impossible, surtout quand on n'est pas connu et qu'on manque de notoriété. Donc on a choisi de se servir du digital pour distribuer nos échantillons dans le monde entier. Donc comme le disait Jérôme tout à l'heure, on est uniquement vendu dans 300 points de vente dans le monde, dans une trentaine de pays. Mais grâce au digital, nous expédions nos échantillons à des milliers de consommateurs dans le monde entier, tous les jours. Merci beaucoup. Stéphane Gallieni. Alors, Digital et Luxe, effectivement, c'est un couple qui a l'air assez sulfureux, hein, comme ce qu'on a pu entendre cet après-midi. Moi, j'ai assisté de façon très attentive à tout ce qui s'était dit cet après-midi. Je n'étais pas là ce matin, malheureusement. Moi, je retiens des mots-clés que j'ai entendus et que j'entends souvent dans les conférences. Donc, effectivement, la génération Y, une nouvelle génération qui arrive, qui est née avec l'Internet, avec le digital, avec le mobile, et qui a donc une autre façon d'aborder la consommation ou l'exposition à une marque ou l'interaction avec une marque. On a entendu parler de business model, que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, je pense que le vrai débat se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire que des maisons de luxe qui ont affronté depuis des siècles des innovations, des révolutions, sont toujours là, donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne passent pas le cap du digital. En revanche, effectivement, on a parlé d'ubérisé, on a parlé de nouveaux systèmes, de nouveaux business models qui peuvent faire du mal aux maisons de luxe ou donner de l'opportunité à des jeunes marques. La désintermédiation. Voilà, donc il y a des choses vraiment, à mon avis, qui sont, on en a encore à la préhistoire, mais qui commencent à montrer des signes. Et puis effectivement, les points de contact, c'est-à-dire qu'effectivement, le digital, c'est un peu comme l'électricité, c'est-à-dire qu'elle est partout. On l'a dans notre poche, on voit aujourd'hui des gens tweeter, on est sur le point de vente, on a tous ceux qui sont influents à la cour, les nouveaux influenceurs, les blogueurs. On a aussi les consommateurs qui deviennent eux-mêmes influents. On parlait tout à l'heure aussi de l'image du luxe. L'image du luxe aujourd'hui est complètement déformée de façon totalement mosaïquée, atomisée par justement les Instagrams de chacun. Un sac Kelly, un parfum Dior, etc. va être aujourd'hui exposé par tout un chacun. Donc forcément, l'image publicitaire est un peu dégradée par rapport à ça, puisqu'elle se confronte, si vous regardez sur une timeline Facebook ou Instagram ou Twitter, vous allez voir le produit mis en scène par la marque et le produit mis en scène par les consommateurs. Et donc effectivement, pour répondre à un monsieur qui posait la question tout à l'heure, l'image du luxe est difficilement maîtrisable aujourd'hui, même si elle est maîtrisée sur les canaux qui sont propres à la marque, mais ne le sont plus du tout sur le digital de façon, je dirais, cohabitation avec le consommateur. Donc, pour continuer sur l'autre question que je voulais vous adresser et qui va être un petit peu complémentaire, c'est effectivement pourquoi alors les marques de luxe, en fonction de leur degré de maturité, adoptent aujourd'hui des stratégies de contact et de communication digitale. Pourquoi aujourd'hui elles en passent par là? Ou alors peut-être faut-il pas en passer par là?
Alors c'est une vraie question qu'il faut se poser parce que je pense effectivement que le digital est déjà un mot qui est finalement assez neuf. Parce que quand on a commencé dans l'Internet, ensuite il y a eu les bannières, etc. Enfin, donc le digital aujourd'hui il y a un peu chapeau et couvre un peu beaucoup de domaines et des fois un peu complexes, comme le CRM ou l'e-commerce, enfin, ou pas mal de disciplines. Le point de contact digital, en fait, c'est tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a ces dimensions dans l'interaction avec le luxe qui, effectivement, faut avoir un pouvoir d'achat, faut aller en boutique, etc. Donc le digital a permis finalement de créer une trait d'union et notamment le mobile permet ce trait d'union aussi plus rapidement. Mais je pense que les marques de luxe n'ont pas vraiment le choix. Après, le problème, je pense, à mon avis, et moi qui suis vraiment, j'ai prêché pour le digital puisque c'est mon corps de métier, je pense aussi qu'il faut revenir un petit peu en arrière et prendre un peu de recul sur tout ça, parce que je pense que beaucoup de marques de luxe, par opportunisme, sont aussi lancées dans le digital. On a vu des marques comme Burberry être pionnières et aller tout azimut sur tous les réseaux sociaux, et dès qu'il y en a un nouveau qui s'ouvre, les Snapchat, les Vine, etc., hop, j'y vais tout de suite si je suis premier à y aller. Donc il y a une dimension qui a été très d'une surenchère digitale des marques de luxe. Je pense qu'aujourd'hui on y revient un peu, parce qu'on va dire, voilà, on est début de siècle, il y a une nouvelle révolution qui est la révolution digitale, comme chaque siècle a sa révolution. L'idée, c'est que effectivement tout le monde a voulu aller dessus, et c'est vrai que les marques de luxe doivent, c'est la lumière, hein, doivent montrer la voie aux autres secteurs. Donc elles ont essayé d'innover, et puis il y en a qui sont cassés les dents, d'autres qui ont très bien réussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive, voilà, en 2015, on a passé une première décennie, donc aujourd'hui on arrive à maturité, enfin un début de maturité. On va voir effectivement des nouveaux médias digitaux comme Snapchat ou WeChat qui sont vraiment on n'a plus de followers finalement, mais on a un carnet d'adresses et que finalement on est presque plus proche du CRM d'un certain aspect. Donc je pense qu'on arrive aujourd'hui en 2015 à une étape qui est un peu charnière, où on peut revenir aussi en arrière des learnings qu'on a pu apprendre sur cette première décennie et voir de nouveaux signaux faibles ou forts qui vont nous amener et nous conduire vers autre chose. Moi personnellement, je crois aujourd'hui beaucoup au mobile, enfin bon, là-dessus je vais pas dire quelque chose de très intéressant parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec ça, c'est que la mobilité est peut-être aujourd'hui sous-estimée par les marques de luxe, oui, qui ont eu beaucoup de soufflets, soit parce que elles n'avaient pas compris l'usage, ou que les agences qui travaillaient pour elles n'avaient pas forcément encore l'expérience ou l'expertise, et il n'y a pas eu aujourd'hui beaucoup de grands succès sur l'application mobile par exemple, mais je pense que demain ou dans les 10 prochaines années, il y a énormément de marques, et du coup, enfin Uber en est l'exemple, vont subériser, c'est-à-dire essayer de trouver via une application des nouveaux services. On voit aujourd'hui des applications de marques grandes conso qui commencent à émerger de façon intelligente. Voilà, donc bon, Stéphane, merci. Vous faites ma conclusion au moment de l'introduction. Je vous remercie. Mais c'est bien. Est-ce que quelqu'un veut rebondir justement sur cet âge de raison du digital dans le luxe? Je dirais qu'on a l'avantage avec le luxe d'avoir des résultats mesurables. Donc moi, ce que je vois, c'est ce qui a fait la différence. Alors que pendant des années, les marques de luxe n'étaient pas particulièrement intéressées par le digital, par le marketing direct digital encore moins. L'email marketing, ça leur semblait, mais vraiment pas sexy du tout. C'est que dès qu'on a pu démontrer de façon très rationnelle et scientifique l'impact que pouvait avoir le digital sur les ventes, et dès qu'on a pu démontrer que la personnalisation des messages en utilisant au mieux les datas pour vraiment essayer de dupliquer l'expérience du magasin, ou en tout cas la connaissance client qui existe en magasin lorsqu'il y a un rapport privilégié, c'est là où on a vraiment commencé à travailler sérieusement sur ce binôme luxe et digital. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc pour revenir au mobile, moi ce que je vois en ce moment, c'est mon portefeuille client luxe entier est en train de se pencher sur le responsive. Parce qu'on va penser de moins en moins au digital en termes de format. Tout le monde veut faire la conclusion en introduction, je ne comprends pas. Désolée. C'est ça, oui. Alors, moi, je voulais, on va y revenir en conclusion parce que c'est effectivement, mais comme vous l'avez souligné, si on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais effectivement le rôle du mobile et de la mobilité par rapport aux marques de luxe, qui est effectivement quelque chose qui va énormément se développer et auquel je crois personnellement aussi beaucoup. Je dirais donc aujourd'hui, stratégie, objectif de la communication du digital du luxe, c'est quoi, Perrine par exemple, si vous voulez nous dire quelles sont les stratégies et les objectifs de votre digitalisation de marque? Alors nous, chez Maison Huilins, on considère que le digital n'est pas là avec une vision en soi. C'est un des outils parmi d'autres. Donc on essaye surtout de bien le positionner là où il est vraiment nécessaire, là où il a vraiment une valeur ajoutée.
Et ce qui fait que, certes, on a un site e-commerce, certes, on est sur les réseaux sociaux, mais avant tout, dans la relation avec nos clients, et c'est ce qui est le plus important, parce que c'est ce qui nous fait vivre, on essaye vraiment de voir, quasiment au cas par cas, si les clients ont envie d'utiliser le digital ou pas. Et dans quelle mesure ils ont envie de l'utiliser. Est-ce que c'est sur mobile? Est-ce que c'est sur un ordinateur? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est sur un SMS? Et vraiment, on essaye de voir ce qui va plaire à nos clients ou à nos prospects. Donc notre stratégie, c'est d'y aller par petites touches, faire du test and learn, et surtout de demander en amont à nos clients ce qu'ils attendent de nous. Et beaucoup d'entre eux, dans ces sphères de très luxe, souhaitent pas avoir d'email, de campagne d'email par exemple, ça les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est des messages personnalisés, ultra personnalisés par leurs vendeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des outils on ne peut pas faire de campagne, on peut faire que des outils one-to-one. Donc, nous, notre outil digital, c'est ça, et ça nous permet, le site nous permet, en fait, c'est une alternative au catalogue. Certains clients utilisent des catalogues papier, d'autres utilisent le site. Et donc, on va communiquer avec nos clients en leur parlant d'un produit qui se trouve à telle page, qu'ils peuvent aller regarder. Ils peuvent prendre le temps de réfléchir. Ils peuvent le regarder sous tous les angles. Et puis, si jamais ça leur convient, on peut leur envoyer par la poste. Ils le gardent et ils nous payent, ou alors ils nous le renvoient. À l'heure du digital, le papier a toujours son importance. Et voilà. Il n'y a pas de règle, a priori, donc. Aujourd'hui, nous, en tout cas, on ne veut pas se fixer de règles. On ne veut pas se dire c'est tout digital et plus de papier, parce que ça ne correspond pas à nos clients. D'accord. Sylvie, est-ce que vous voulez rebondir? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que pour nos clients également, une fois qu'ils ont découvert notre marque et notre univers, le digital, ce n'est pas forcément quelque chose d'important pour eux. Ce qui est important, c'est la notion de service. Donc de pouvoir avoir un produit qu'on connaît rapidement chez soi parce qu'on l'a déjà acheté. Et c'est vraiment une facilité. Mais je pense que là où le digital nous aide énormément, c'est pour recruter et pour nous faire connaître. Donc on a un pari assez fou avec notre maison de parfum. On a inventé la colonne qui tient. Donc ça paraît assez impossible parce que la colonne, par définition, ne tient pas. Elle est formulée à base d'agrumes. Les agrumes étant très volatiles, ça ne tient pas sur la peau. Mais la raison d'être de notre société, c'est de faire de la colonne qui tient. Donc comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce message? Je pense que c'est la preuve qui rend le message réel. Et donc, on a la chance d'avoir énormément de presse depuis le lancement de la marque, même si on est toujours une petite société, on a 5 ans d'existence. On a la presse qui nous a vraiment suivis, qui nous a vraiment beaucoup aimés et qui parle beaucoup de nous, en France comme à l'international. Et par contre, on a très peu de distribution. Aujourd'hui, on est dans 30 pays, mais quand on a commencé, on n'était qu'aux États-Unis, puis ensuite aux États-Unis et en France. Et donc petit à petit, dans de plus en plus de marchés. Mais 30 pays aujourd'hui, c'est très peu. 300 points de vente, c'est très peu. Quand on pense qu'une marque comme Chanel est dans 10 000, 20 000 points de vente dans le monde entier. Enfin, 10 000 officiels, mais je pense beaucoup plus, près de 20 000 dans la réalité. Donc le produit est assez peu accessible de par la nature de notre activité et le fait que nous sommes très jeunes. Donc ce qu'on s'est dit par rapport au digital, et on a commencé avec un digital qui était une jolie boutique en ligne ou un joli catalogue en ligne. Oh, c'était très joli, c'était notre image, c'était bien contrôlé. Ça ne faisait pas du chiffre d'affaires pour autant, ou pas plus qu'un magasin lambda. Et donc, on trouvait ça pas forcément intéressant. Par contre, on avait une multitude de requêtes, d'échantillons. Je vous ai lu, il paraît qu'Orange Sanguine, ça sent l'orange 8 heures après. Est-ce que c'est possible? Et donc, on s'est dit, on va se servir du digital pour prouver que c'est possible. Et donc, expédier ces échantillons à tous nos clients dans le monde entier, que ce soit un pays dans lequel on distribue notre marque ou pas, indépendamment de nos réseaux de distribution. Donc, on a un petit peu court-circuité nos partenaires classiques, type Sephora, Champs-Élysées, enfin, Sephora, Galeries Lafayette ou autres, ou grands magasins. Et donc, nous expédions ces échantillons. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 de nos ventes en volume sur Internet sont des ventes d'échantillons. Alors, ce ne sont pas les 3/4 des ventes en valeur, heureusement. Nous vendons nos échantillons pour la somme de 2 €, donc qui couvre globalement les frais de port et les frais d'emballage. Par contre, ce retour sur achat est impressionnant. Et une fois que les clients qui ont acheté des échantillons deviennent des clients fidèles, s'ils ont un point de vente près d'eux, nous les encourageons à aller dans ce point de vente et pas forcément acheter sur Internet. Parce qu'on sait que s'ils vont nous retrouver dans notre corner de Neiman Marcus à Beverly Hills, le service lié à une personne et lié à un individu va être bien supérieur au service qu'on peut fournir sur Internet. Mais là, Internet devient ensuite une méthode d'achat plus simple pour un client qui nous connaît déjà et qui veut la simplicité d'une livraison chez eux ou dans un point de vente où on n'est pas distribué, dans une ville où on n'est pas. D'accord, merci. Stéphane, vous voulez... Non. Sinon, moi, j'avais une question pour vous, Stéphane. Justement, on voit un petit peu qu'en fonction des marques, on agit un petit peu différemment. Est-ce que si aujourd'hui, on devait dire, bon, quand même, dans ces pratiques, il y a des best practices qui marchent à chaque fois, ça existe ça ou...
Alors, La baguette magique, elle existe? non, justement, il faut jamais avoir de certitude. Moi, ça fait pas mal d'années que je pratique ce métier. J'ai jamais eu de certitude. Je me remets en question chaque année parce que je pense que même une agence comme la mienne doit se remettre en cause régulièrement. On a commencé, on faisait énormément de relations blogueurs, par exemple. On était beaucoup sur les stratégies d'influence. Ensuite, arrivé Facebook, Twitter, donc on a intégré des métiers comme community manager. Aujourd'hui, on va faire du digital store ou du digital event. Là, ce soir même, là où je vous parle, L'Oréal, on va digitaliser un événement. Donc, c'est par exemple une nouvelle offre qu'on a mis en place cette année. Les dernières, on a mis encore une offre en place. On en a des offres qu'on a abandonnées. Donc, je pense qu'effectivement, on va parler de service. Je pense que c'est important, c'est que pour moi, une agence digitale, enfin en tout cas telle que la nôtre, telle qu'on la conçoit, doit être d'abord orientée sur le service. C'est-à-dire qu'effectivement, une marque, qu'il s'agisse d'une grande marque comme Chanel, Dior, Hermès, Vuitton, etc., ou une marque, j'irais plus, on va dire premium, ou alors dans différents secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont des palaces, on a des clients qui sont des vins spiritueux, qui n'ont pas les mêmes problématiques. Il y a des problématiques, par exemple, qui sont liées à la juridiction, il y a des problématiques qui sont liées à un lieu donc sur place, etc. Donc ce ne sera pas les mêmes points de contact. Par exemple, sur un palace, on va plutôt être sur Instagram, Twitter, on va plutôt être sur de la réputation, du community management très soutenu, et peut-être un peu moins sur la créativité de campagne ou des choses comme ça. Donc effectivement, je pense que c'est à la fois un travail de sur-mesure, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute en permanence et du consommateur et du client, de l'annonceur, mais d'être un peu arbitre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, encore ce matin, j'étais chez un client et qui a une envie, qui dit bah voilà, nous on veut faire ça, et on dit oui, mais les consommateurs ils vont prendre ça. Donc en fait l'idée c'est de leur dire, nous agence, notre rôle c'est de dire ok, on comprend ce que vous voulez faire, vous avez raison, ça c'est pas mal, ça marchera pas pour telle raison. Et c'est une intuition, alors après on n'a pas toujours raison non plus, mais disons qu'on a une expertise et une forte expérience pour connaître certaines best practices ou certains ratés, et donc on a plus ou moins plutôt une intuition, un flair, plutôt que quelque chose de scientifique. Et bon, c'est pour ça que ça s'appelle Basic Art. C'est pour ça que ça reste beau votre métier, parce que si c'était tout normé, ça serait pas. C'est ça. Et après, des fois, on a des vraies surprises ou des vrais succès. Par exemple, des fois, des campagnes, on avait fait le lancement, par exemple, Lady Dior, je peux vous rappeler cette campagne Lady Noire à faire, etc. On avait commencé sur Twitter à l'époque, il n'y avait aucune marque de luxe sur Twitter. On avait tapé du poing sur la table pour dire allez sur Twitter, vous serez les premiers. Ça va faire un effet RP, un levier, etc. On avait fait 20 tweets, bon, je sais plus qu'on avait fait de followers à l'époque, mais ça avait décollé hyper rapidement. Et l'effet buzz est parti vraiment de Twitter. Parce que c'était une marque de luxe qui arrivait sur Twitter, alors que je crois que Vuitton arrivait 15 jours après. Enfin, voilà, c'est le côté pionnier, mais c'est toujours pareil, c'est avec le luxe, c'est compliqué, c'est qu'il ne faut pas être avant-gardiste, il faut être pionnier. C'est-à-dire que la différence, c'est que Burberry... La notion m'intéresse, la différence. Voilà, 2009, Burberry Art of Trunch, et il y a encore des clients aujourd'hui qui m'en parlent. C'est la référence, on a l'impression que c'est une espèce de tournant du digital et du luxe d'avant et d'après, mais alors que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est juste que c'est un business model qui a été inventé, qui a été réinventé pour la marque, qui a rajeuni la marque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils ont aussi changé d'égérie, ils ont pris Emma Watson. Enfin, il y a toute une série de choses, il n'y a pas que du digital. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est la stratégie digitale que je peux proposer s'arrête là où l'organisation commence chez l'annonceur. Et je pense que c'est très intéressant effectivement d'écouter les annonceurs parce qu'ils ont des problématiques que des agents n'ont pas forcément toujours conscience. Donc c'est vraiment d'abord dans le dialogue, dans cette écoute-là, et ensuite dans la compréhension de ce qu'il faut faire, que ce soit sur des logiques de marché ou des logiques de cible, tout simplement. Alors Ariana, vous n'avez pas de mannequin dans la boîte. Par contre, vous avez un point de vue sur le marketing direct digital et surtout par rapport à son approche luxe. Et je crois que avant d'en parler, vous vouliez montrer un slide, enfin quelques présentations. Oui, j'ai quelques slides juste rapidement, vu qu'on parle de. Est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation de Contact Lab, s'il vous plaît, Stéphanie? Et après, on va développer. Bon, alors, je vais passer très très vite. Passons tout de suite à la deuxième slide. Donc nous, en tant que Contact Lab, on se consacre au marketing direct digital. Notre objectif, en général, quels que soient nos clients, est l'engagement client. Donc je sais qu'on en parle et qu'on en reparle. On va parler de définition aussi. Et on est conscient d'avoir la chance de travailler dans le digital, donc d'avoir des résultats extrêmement mesurables. On y arrive avec 3 pôles. Un premier pôle qui est une plateforme technologique d'envoi d'emails, SMS et notifications push. Un pôle de service marketing, qui est la partie dont je m'occupe. Donc, comment passer de la stratégie à l'exécution, à la vérification des campagnes. Et ensuite, une cellule de business intelligence, de façon à
Vous pouvez passer à la prochaine. Voilà. À pouvoir vraiment se poser deux questions. Alors, il y a une première question qui est liée à une définition de l'engagement que j'adore, qui est une définition de Marley Spellman de 2006. Ça fait des années que je l'utilise. Et la question, c'est vraiment, est-ce que nos messages, donc en particulier dans le cas de l'email marketing, résonnent? Est-ce qu'ils créent vraiment des liens? Et est-ce qu'ils appellent à l'action? Et je crois que dans un canal aussi immédiat que l'email, c'est un point essentiel. La deuxième question, qui est une question que mes clients luxe me posent ou que moi je me pose quand je travaille sur leur campagne, que nous nous posons, c'est comment véhiculer ces concepts d'exclusivité, de richesse, de qualité, d'émotion et de personnalisation dans un petit timbre qui est l'email. Donc comment est-ce qu'on le fait? Alors, je pense qu'il n'y a pas de meilleure pratique. On peut changer de slide. Donc, il n'y a pas de meilleure pratique, mais il y a quand même des méthodologies. Donc, nous, notre méthodologie est très simple. On commence, on observe, on fait énormément de veille concurrentielle. Moi, je n'ai pas peur de montrer des emails de Sears aux États-Unis à mes clients luxe pour montrer aussi quelles sont les attentes des consommateurs dans le digital. On analyse énormément la base de données. Les bases de données sont de plus en plus riches. On a de plus en plus d'informations sur les transactions qui nous permettent vraiment de personnaliser et de segmenter. On travaille sur la stratégie, la créativité, l'exécution, le testing, l'envoi. Et très important, l'analyse des résultats. Cela devient vraiment un cercle vertueux qui nous permet, dans des programmes continus comme les programmes d'email marketing, de continuer à optimiser nos campagnes, à tester, à faire énormément d'A/B testing, de nouveaux concepts, justement parce que nous, on travaille sur des meilleures pratiques, des intuitions et dans le respect de ces marques. Donc, juste, prochaine slide. S'il vous plaît, voilà. Donc nous, on a une vision très email-centrique du monde. Donc pour nous, l'email est notre dénominateur commun sur le web, mais c'est vrai. C'est une colle digitale. Et très important, c'est un pont vers toutes les initiatives de la marque. Donc, pour nous, ça veut dire une intégration avec tous les systèmes d'analytics et tout le monde CRM, de façon à avoir des belles bases de données riches qui nous racontent énormément de choses sur notre cible. Et ensuite, d'être un pont vers tout ce qui est shopping. Et quand je dis shopping, c'est en ligne et en boutique, bien sûr. Le monde des réseaux sociaux, il y a énormément d'échanges entre email marketing et réseaux sociaux, les sondages, le monde mobile et l'expérience sur les sites. Donc très rapidement, je voulais juste montrer quelques exemples. Donc voilà, moi je pense que tout d'abord une marque doit construire une personnalité email. Et moi je pense qu'un exemple fantastique de ça, c'est Hermès. Alors si on parle de meilleures pratiques, il n'y a rien du tout qui correspondent à des meilleures pratiques dans l'email marketing. Moi, je pourrais vous donner 15 raisons pour lesquelles c'est pas du tout ça qu'il faut faire, mais c'est extraordinaire. C'est une vraie expérience. Moi, quand je reçois les emails d'Hermès, je sais que l'objet de l'email va me surprendre. Je sais que je vais avoir une animation. Je sais que l'appel à l'action va ne ressembler à aucun appel à l'action jamais vu nulle part. Donc ça, c'est avoir une personnalité. La deuxième étape, c'est vraiment de dire, on va passer de l'email carte postale, donc je prends ma campagne presse, je la colle format JPEG quelque part et j'envoie ça à ma base. Ça, c'est pas une campagne d'email marketing, c'est la campagne presse dans un email. Et on s'éloigne de ça pour aller, donc la page d'avant, il y avait juste quelques exemples de formats email où on crée des rendez-vous avec les consommateurs. Moi, je pousse mes clients à avoir des newsletters, à prendre le temps tous les mois, tous les 3 mois, de se raconter, de raconter des produits, de raconter l'histoire de la marque. L'histoire est extrêmement importante parce que finalement, c'est ça qui fait le luxe, la vraie expérience. Donc ça, on est en train de le voir de plus en plus. Pensez à ces rendez-vous. Pensez au fait que vous êtes en train de véhiculer une culture, un style de vie. Donc très rapidement encore. Prochaine slide. Voilà, à des séries où les marques se racontent. Ça, c'est très important. Prenez le temps de vous raconter. Ne partez pas du principe que tout le monde vous connaît. Et n'hésitez pas à répéter les messages lorsque le message est important. Ça ne veut pas dire bombarder vos consommateurs d'email. Mais regardez ici, c'est Tiffany. J'ai mis les dates en rouge parce qu'il faut que vous voyez quelle est la fréquence d'envoi de ces emails. Ces emails sont très rapprochés. Moi, j'ai encore des marques de luxe qui me disent « Mais moi, je veux pas inonder mes clients d'email si je leur envoyais un email tous les 2 mois. » Alors pour moi, envoyer un email tous les 2 mois, c'est presque comme ne pas exister.
dans les boîtes email. Donc il faut vraiment calibrer la fréquence. Je ne vous dis pas du tout qu'il faut envoyer un email tous les jours, mais envoyer un email par semaine n'est pas si dangereux que ça. La plupart de mes clients le font, ça marche. Si vous voyez que les consommateurs ne les ouvrent pas, vous pouvez trouver d'autres canaux pour communiquer avec eux. Et ce n'est pas grave, hein. Continuons vers des parcours de communication autour de l'achat. Alors, notre logique reste quand même une logique marchande. Ça veut dire que l'objectif est quand même de vendre. Donc, même si vous êtes des marques de luxe, n'ayez pas honte. Là, en ce moment, moi, je travaille sur énormément de projets d'emails transactionnels. Parce que dans le luxe, pendant très longtemps, il n'y en avait pas. Ouais, ça c'est une nouveauté, ça. Les emails d'abandon de panier, personne ne voulait en faire. On a commencé à faire quelques tests, on a commencé à montrer, avoir une intégration avec le catalogue produit, à montrer les produits abandonnés dans l'email, et tout de suite, on a vu des résultats incroyables. L'avantage aussi, c'est qu'on automatise ces programmes, ils tournent tout seuls. Donc ça, c'est un exemple des sondages post-achat de Gucci. Alors ça, c'est une meilleure pratique dans le monde de l'e-commerce. Comment ça se fait qu'autant de marques de luxe qui se vendent en ligne ne le font pas? Pour moi, c'est la moindre des choses. Pour moi, ça fait partie quand même des attentes des consommateurs vis-à-vis du marque qui vend en ligne. Donc si je rentre dans un magasin et je viens de faire un achat, on me demande comment ça s'est passé et je veux que ça continue. Ensuite, je crois que j'ai juste un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est que tout cela a un impact extrêmement fort sur les ventes. Donc, nous, Contact Lab, on a un programme continu d'études sur le rapport entre luxe et digital. Tout est téléchargeable sur notre site, donc contactlab.fr. Notamment, on travaille beaucoup avec Exane, BNP Paribas. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les clients qui reçoivent des emails, on les appelle emailable, ils dépensent jusqu'à 22% de plus par rapport aux clients qui n'en reçoivent pas. 22%. On voit l'opportunité boutique. Encore très très peu de clients boutiques sont identifiables par une adresse email. Donc nous, on est en train de faire des formations parfois à des vendeurs dans le point de vente pour illustrer à quel point la captation de cette adresse email est importante. Il y a une troisième opportunité incroyable qui est l'opportunité cross-canal. Les clients cross-canal dépensent en moyenne 30% de plus que les clients boutiques. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un CRM qui soit intégré. Il ne faut pas avoir des bases de contact séparées entre le monde du magasin et le monde du digital, parce que pour le consommateur, vous êtes une seule et unique marque. Voilà, je crois que j'ai accéléré le plus possible. Là, c'est une bonne transition. Ça va pouvoir permettre de faire parler David Auvergne, qui piaffe d'impatience depuis tout à l'heure. Oh non, c'était très intéressant. La communication et aussi sont des sujets vraiment importants aujourd'hui à prendre en compte sur la partie cross-canal, omnicanal, après tous les termes qu'on a inventés pour essayer de décrire un comportement sont assez nombreux. Alors ce que je voulais simplement dire, c'est que justement, on sent qu'il y a vraiment une tendance à aller vers ce comportement, on va dire, omnicanal du consommateur qui, lui, veut interagir avec sa marque quand il le souhaite, avec le device qu'il souhaite, le mobile, le PC, aller en magasin, etc. Ces comportements, maintenant, on les a bien compris. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour mettre en place des stratégies omnicanales et vraiment satisfaire ce consommateur? Alors, concrètement, aujourd'hui, ce que l'on voit chez les enseignes de luxe, dans le point de vente. Voilà, dans le point de vente, mais même dans la globalité, parce qu'on parle plus vraiment de commerce digital ou de commerce point de vente, on parle de commerce au sens large. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on met de plus en plus de scénarios, de services à forte valeur ajoutée, qui vont en fait compléter un parcours qui va commencer sur le site e-commerce et qui va se finaliser en point de vente, ou à l'inverse. Mais aujourd'hui, peu d'enseignes en fait intègrent ces canaux-là de distribution et on se rend compte qu'il y a souvent des ruptures en fait dans le parcours d'achat. J'achète sur Internet, si je veux faire un retour dans le magasin, une fois sur deux, je peux pas parce que le vendeur n'a pas connaissance de la vente. Là-dessus, c'est clair. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des enseignes commencent à prendre conscience que quand je vais vendre sur Internet, il faut aussi que je mette en place finalement cette homogénéité, comme vous avez présenté, de l'information pour permettre à mon consommateur, d'être reconnu de la même manière, c'est hyper important, parce que je suis déjà existant dans la base de données magasin, j'ai pas envie de recommencer à remplir un formulaire complet sur Internet pour justement espérer avoir potentiellement les mêmes récompenses si je suis un client privilège, par exemple. Et ensuite, quand je vais être sur le site e-commerce, je veux accéder à des services à forte valeur ajoutée.
En magasin, dans le luxe, vous avez beaucoup de services. On va pouvoir avoir un service associé, du café, du thé, etc. Un accueil qui va être extraordinaire. Sur Internet, aujourd'hui, on me propose un parcours qui est presque le même, que ce soit du mass market ou du luxe. Comment je peux repenser en fait ce service-là? Est-ce que je peux imaginer, je sais pas, une livraison par un coursier à mon hôtel parce que je suis en déplacement sur Paris et que je suis un client étranger? Comment je peux repenser vraiment des services où je vais pouvoir récupérer mon produit en magasin pour l'essayer avant l'achat? Comment je vais pouvoir rescénariser en fait mon cérémonial, pas uniquement en magasin, pas uniquement sur Internet, mais dans la globalité? Et surtout quelque chose de très important, c'est vraiment l'expérience utilisateur. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de digital, mais ce que fait la réussite aujourd'hui de grandes applications, on a parlé d'Uber, d'Airbnb, etc., c'est la manière en fait dont le consommateur, dont l'utilisateur va interagir avec la marque, et la manière en fait et la simplicité qu'on va mettre en œuvre pour accéder à une information, à un service, à un produit, réserver peut-être un rendez-vous avec un conseiller. 42% des enseignes américaines proposent ce type de service aujourd'hui. Je peux prendre un rendez-vous avec un conseiller pour avoir un personal shopper qui va me guider peut-être dans l'essayage ou même dans la présentation produit. Seuls 6% d'enseignes en France le proposent. Donc on sent qu'il y a un vrai décalage aujourd'hui entre ce qu'attendent les consommateurs, donc cette interaction en temps réel avec le digital, où je veux communiquer avec ma marque, je veux avoir de l'information également, je veux avoir des mails personnalisés, des SMS personnalisés, mais je veux aussi rentrer en contact avec ma marque et je veux le faire quand je le souhaite et de la manière que je souhaite. Donc aujourd'hui, on se rend compte et on propose pour les enseignes des solutions qui vont leur permettre de piloter leur stratégie omnicanal, donc de reconnaître justement ce client sur les différents points de contact, de transformer chaque point de contact potentiellement en point de vente. Alors c'est vrai ou moins dans le luxe, mais on va potentiellement demain vendre sur Twitter, vendre sur Facebook, vendre sur d'autres canaux de distribution qui sont vraiment très pertinents. Et ensuite, le deuxième challenge pour les enseignes que l'on rencontre aujourd'hui dans le luxe, c'est comment repenser le cérémonial de vente en magasin avec le digital. Aujourd'hui, de plus en plus, le vendeur peut accompagner exactement le client, l'accueillir, le reconnaître avec un outil mobile, l'aider dans son parcours d'achat et ne pas faire des allers-retours en réserve pour savoir si le produit est en stock, et surtout, répondre à ses besoins. Je souhaite un produit qui n'est pas disponible dans mon magasin. Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui dans ma boutique à prendre la commande sur place et potentiellement à finaliser la transaction. À ne pas rompre le parcours d'achat du client. Exactement. Oui. Fluidifier ce parcours d'achat, l'expérience client de bout en bout par rapport à vos attentes, par rapport à vos clients. Peut-être que vous avez des consommateurs qui attendent vraiment cette transversalité et ce parcours fluide entre les différents canaux. C'est le cas de la plupart des consommateurs puisque dans le luxe, 50% des ventes globales sont influencées par le digital. Donc c'est à prendre en compte. C'est une nécessité. Maintenant, c'est à vous de mettre en œuvre, en fonction de vos différents scénarios, en fonction de votre stratégie, les scénarios qui vont vraiment vous permettre de répondre à vos objectifs. Je crois que vous nous aviez amené une petite vidéo. Ah oui. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir la vidéo Donc, alors l'idée, c'était de vous faire un petit retour d'un cas client qui vient de s'équiper de nos solutions. C'est Furla en Italie. L'idée, c'était identifier le client, le global shopper, qu'il soit japonais, asiatique ou autre, partout dans le monde de la même manière. C'est mettre en place des scénarios omnichannel et c'est repenser vraiment le parcours d'achat en magasin de manière digitale pour justement répondre à ces nouveaux consommateurs qui finalement nativement s'orientent vers ces nouveaux services et attendent vraiment ce service de qualité vraiment dans le point de vente. Alors je ne sais pas si on va avoir droit à la vidéo. Merci Stéphanie. The world is changing fast. Markets, technologies, lifestyles. Today's shopper is hyper-connected, digitally exposed, and demands a seamless shopping experience. Today, more than ever, it is essential to provide a personalized shopping experience. The encounter between the brand and the consumer is paramount. Consumer individuality lies at the heart of the brand. The relationship we have with Fueler customers is and always will be strategic for our brand. In order to deliver a unique and unparalleled shopping experience to our customers, we needed a software partner who could help us to centralize all of our sales channels, direct stores, outlets and online, and gain greater insight into our customers. Thanks to Seiji, we're now able to transform the shopping experience
into a unique brand encounter for our customers. Cegid is the technology partner chosen by Furla to manage their stores real-time. A leading, world-class provider of retail management software solutions for luxury brands. Using your Cegid Retail Y2, Furla can now deliver a true clienteling strategy that allows them to correctly manage and enhance customer engagement. Il punto vendita per Furla è molto più di un luogo. A Furla store is much more than a place to purchase our product. It's a unique opportunity for our customers to engage and build relationships with our employees. It's the place where they can express their needs and wants. And for that reason, it is crucial for us to manage and develop the in-store shopping experience. Your Cegid Retail Y2 is a unique, comprehensive and innovative solution. It allows Furla to efficiently improve and manage all sales channels, gain greater knowledge of their customers, and centralize the retail processes. Retail is the most important part of Furla's strategy. It is the channel where our customers express Furla DNA and where they develop a close relationship with our products. Furla's goal is to be able to merge all channels in order to provide a seamless shopping experience. That's why we selected Cegid as a strategic partner, because they can help us move forward with our digital and e-commerce investment. Merci. Alors là, je vais rebondir sur nos deux représentants de marque qui ont des boutiques retail, et je vais leur demander, de Luxury Retail, de leur demander un petit peu comment ils font vivre leur expérience client en magasin. Perrine, si vous voulez commencer. Alors, moi, quand je suis arrivée chez Maison Hulin, ils avaient une application en magasin qui... il fallait se loguer, c'était un peu compliqué, il y avait un mot de passe avec un point d'exclamation, un 8, un chiffre, majuscule, tout ça. Et ensuite, on accédait à un catalogue d'images et on pouvait saisir les coordonnées de ses clients. Bon, bref, personne ne l'utilisait parce que les vendeuses ne se souvenaient plus de leur mot de passe. Et puis, elles trouvaient ça pénible. Et en fait, on s'est rendu compte que les vendeuses, finalement, elles avaient assez peu de besoin de se servir du digital quand elles avaient les clients, parce qu'il y avait des magasins. Elles avaient les produits dans le magasin. Par contre, ce qui pouvait être utile, c'était d'éviter d'aller en back-office pour voir l'historique des commandes, parce que souvent les clients ne se souviennent pas de la taille qu'elles avaient pris la dernière fois, ou des choses comme ça. Donc en fait, on s'est servi, nous, du digital pour ramener sur la surface de vente les informations dont les vendeurs avaient besoin, et juste ces informations-là. Donc on n'a pas sorti tout le système de caisse, etc., parce que finalement c'est un cérémonial qui n'est pas hyper élégant en magasin. Donc on leur a amené à ces vendeurs l'information, et on a permis sur ce même outil aux clients d'aller sur Internet. Donc on a juste donné l'accès au site web pour qu'ils puissent retrouver ce qu'ils avaient éventuellement vu chez eux. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est quelque chose dont les clients ont besoin. Ils ont été sur Internet, ils ne se souviennent plus du nom du produit qu'ils ont vu, ils ne se le sont pas envoyé, mais ils ont besoin, ils se souviennent du parcours qu'ils ont fait. Donc finalement, nous, en magasin, on a choisi d'aller hyper simplement sur ce qui était utile pour les vendeurs et les clients. Et en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est une connexion Internet et un accès à la base de données des clients pour avoir quelques informations. Et nous, on est encore assez pour que les vendeurs aient leur propre petit calepin où elles notent le nom du chien, l'âge de l'enfant, où sont les résidences secondaires, etc. Parce que finalement, ça lui permet de personnaliser sa relation et ça reste sa propriété, la propriété de la vendeuse, que de toute façon, c'est pas passable à la marque. Voilà. Sylvie. Nous, on a eu la chance, en ouvrant notre première boutique aux États-Unis, à ne pas avoir de caisse dans nos magasins. En fait, on fait toutes nos transactions via un iPhone. Et donc, ça a un gros avantage. D'abord, le magasin. Toujours en avance, les Américains. Donc, le magasin est plus joli parce qu'il n'y a pas ce côté cash register qui prend beaucoup de place. Donc, ça se fait depuis un iPhone. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de reçu de carte de crédit depuis un iPhone. Donc, on récupère systématiquement 100% des adresses email de nos clients pour leur envoyer leur reçu. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de l'importance de connaître ses clients, que ce soit des clients boutiques pour pouvoir communiquer avec eux
via des email blasts ou autres campagnes. Aux États-Unis, c'est très facile. En France, on a essayé de faire la même chose, on a le même logiciel, sauf que forcément, tout n'est pas aussi simple, que les clients donnent beaucoup moins facilement leur carte de crédit, enfin leur adresse email, et ils aiment bien leur petit ticket à l'ancienne, comme on le fait partout. Donc en France, on récupère beaucoup moins d'adresses. Mais globalement, c'est quelque chose qui nous a énormément aidé dans le développement de notre stratégie digitale globale de marque. Et ensuite, nous nous servons de ces adresses, pas pour essayer de vendre à ses clients sur Internet, mais vraiment de les informer sur les nouveautés, sur ce qui se passe, sur les avant-premières, avec une différenciation par rapport au montant d'achat. Donc on a réussi à segmenter nos clients. On ne fait pas de différenciation entre nos clients Internet et nos clients en boutique. Donc on connaît leur panier moyen, mais leurs achats moyens par an ou leurs achats cumulés depuis l'existence de notre marque. Et donc selon certains niveaux, on a une communication qui est différente et des offres qui sont assez différentes. Donc on est une marque qui est encore toute petite, mais par exemple nos meilleurs clients, on les reçoit personnellement, mon mari et moi, 2 fois par an dans nos boutiques à Paris et à New York. Et on leur présente tous les produits sur lesquels on a travaillé qui ne sont pas encore vendus. Ce sont toujours des moments qui sont assez exceptionnels pour nos clients, parce que c'est l'occasion de rentrer au cœur d'une marque dont ils sont déjà tombés amoureux. Et là, vous les faites rentrer dans la communauté. Exactement. Exactement. Et donc nos boutiques sont un lieu fantastique parce qu'elles nous appartiennent. Mais on se sert également énormément de Facebook pour communiquer tous les endroits où nous nous déplaçons, où nous faisons des événements. On parlait de personnalisation. Nous avons la particularité de personnaliser les étuis en cuir de nos parfums avec des initiales, avec des messages assez particuliers. Ce service est disponible uniquement dans 50 points de vente dans le monde. Donc nous mettons en avant ces 50 machines à graver et les événements qui se passent dans ces magasins pour que nos clients, les plus fidèles ou prospects, puissent venir et découvrir la marque ou se l'approprier un petit peu plus. Alors, comme on m'a donné 5 minutes de plus, je vais quand même parler un petit peu des réseaux sociaux, parce que du coup, on n'en a pas parlé quand même des réseaux sociaux. C'est quand même bête dans une keynote sur la communication. Stéphane, alors ces réseaux sociaux, aujourd'hui, les marques de luxe les utilisent. Qu'est-ce qu'elles en font pareil, est-ce qu'il y a une idée force ou pas Alors, et puis après, on demandera à nos représentants de marque. Je me rappelle encore une fois en 2009 dire à Dior, faut aller sur Facebook. Jamais j'irai sur Facebook. Voilà, il y a des réflexes comme ça où aujourd'hui on voit par exemple des annonceurs qui ont été très Facebook centriques aujourd'hui sont très Instagram centriques, alors qu'il y a plein d'autres réseaux sociaux. Enfin voilà, donc il y a des modes, je pense, chez annonceurs, ou des choses qui sont compréhensibles plus rapidement que d'autres. Par exemple, WeChat peut être un super outil pour beaucoup de marques, mais qui sont peut-être moins bien comprises ou qui sont trop centralisées Chine parce que c'est plutôt pour l'instant sur ces réseaux-là. Voilà, donc il y a des modes comme ça qui se font, qui se défont, et effectivement après il y a le problème que les annonceurs du luxe après sont un peu pris en otage par ces réseaux sociaux parce que il y a quand même quelque chose. Alors on parlait de la génération Y, mais il faut quand même se dire une chose, c'est que dans ces révolutions, ces innovations, les Facebook, les Instagram, les Snapchat, etc., tous les fondateurs de ces médias-là ont moins de 30 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les trentenaires ou en dessous de 30 ans, les 25 ans, les 20 ans, sont en train de créer le digital de demain. En tout cas sur la partie réseau social, mobile, etc. Les communautés. Nous, on est des vieux, on est des oui, on est des vieux. On est digital migrants, nous déjà. Hein. Voilà, moi qui suis très digital de par des formations professionnelles, donc je suis sur beaucoup de réseaux sociaux. Je vois là, j'arrive à mes 40 ans, je suis déjà plus sur chez Madame newsletter et compagnie. Non mais c'est vrai. Enfin, faut se dire les choses. C'est qu'effectivement, j'ai énormément tweeter, Instagram. Ça n'a aucun rapport avec l'âge de madame, ce que vous venez de dire. Non, je parlais de moi. Hein. Je parlais de moi. C'est vrai que voilà, quand on rentre dans une nouvelle tranche d'âge, on a d'autres usages et ça vient du jour au lendemain. C'est assez frappant. Enfin, moi, je le reconnais en tant que consommateur. J'ai changé mes usages digitales. J'ai d'autres besoins, j'ai d'autres moyens de rentrer en communication avec les marques que je n'avais pas il y a 5 ans. Donc voilà. Donc pour revenir à la question des réseaux sociaux, c'est effectivement on a connu une vague de je veux un max de followers, je veux un max de fans, maintenant je veux un taux d'engagement, demain ce sera autre chose. Mais globalement, il y a des changements qui s'opèrent. Après, effectivement, pour rebondir un peu sur ce qui vient de se dire, ou l'analyse que je m'en fais sur des pratiques que je connais moins bien, où je suis moins expert, que ce soit le point de vente ou la newsletter, je veux dire, tout ça fait partie d'un bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde, quand Mademoiselle disait sur les newsletters, en fait, on colle le print, moi j'ai le même problème, c'est que dans les années 90, enfin 2000, on collait le print pub 4x3 sur des sites internet, donc du coup c'était téléchargé comme ça, enfin c'était un peu n'importe quoi, et on le fait encore aujourd'hui, c'est que effectivement chaque canal, chaque point de contact doit avoir sa propre création, sa propre
je dirais, son propre format et sa propre fréquence, parce qu'effectivement, voilà, une newsletter tous les jours ou je ne sais quoi, c'est pareil sur Twitter, c'est dire, ouais, je fais un tweet par mois, mais ça ne sert à rien d'être sur Twitter. Donc c'est un tweet, c'est minimum 5 par jour. Enfin, voilà, chaque canal a sa propre, son propre usage consommateur, et donc du coup la marque doit s'adapter à cet usage fait par les consommateurs, et donc s'adapter. Et après, donc, si on reprend un peu le chemin des réseaux sociaux, effectivement, donc comment ça s'intègre dans le rouage de tout ça, c'est que, en fait, moi j'ai une réflexion personnelle, mais qui je pense que vous avez partagée, qui est, là on parle de digital, on parle souvent de social, et donc réseaux sociaux. Mais en fait, je pense qu'il y a une autre révolution qu'on ne voit pas forcément se poindre, mais on parle souvent dans notre jargon marketing B2C, B2B. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du C2C, c'est-à-dire que finalement le consommateur parle au consommateur, et du coup, comment la marque, et ça c'est le problème que je rencontre tous les jours, c'est comment je fais pour que la marque rentre dans ces conversations, et non pas comment elle fait du B2C, parce que finalement le B2C, ça va exister si on a de la puissance média, ou de l'affichage, ou de la télé, ou des médias peut-être plus traditionnels. Sur le digital, si je veux rentrer sur les réseaux sociaux, il faut que j'ai un hashtag qui colle bien à l'usage, à la message que la marque veut faire passer, etc. Et du coup, pareil, le hashtag, ça devient une affaire d'État chez les annonceurs. C'est quel hashtag je dois prendre, etc. Alors que des fois, c'est simplement ce qui est dit, c'est-à-dire du bon sens, de la simplicité. Effectivement, j'ai oublié le code, etc. J'ai oublié le hashtag. Donc, c'est exactement pareil. C'est que c'est difficile à dire, mais pour une agence, ou dire ça à un créatif en agence, etc., restons simples. Il faut être simple sur le digital parce que les gens n'ont pas le temps. Ils reçoivent 100 000 mails par jour, ils reçoivent je ne sais pas combien de commentaires, de notifications, etc. Donc restons simples, et surtout selon le canal choisi par le consommateur, que la marque et que les agences qui travaillent pour elle soient cohérents ou se parlent entre elles pour que le consommateur, pour elle, ce soit une campagne qui soit unifiée avec un service qui soit bien pensé, comme le disait monsieur tout à l'heure, sur effectivement j'arrive à Paris, je vais sur le digital, mais on m'offre un service qui est basé là où je me trouve. Donc logique, bon sens et simplicité. Hein, je crois que c'est ce mot simplicité. Le bon sens près de chez vous. Il est revenu assez souvent dans la journée. Chez Atelier Cologne, l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Alors c'est pas une grande partie de notre temps ni de nos budgets, mais on s'en sert vraiment pour communiquer. On a fait le choix d'avoir un site internet qui a un joli catalogue avec des jolies photos, qui raconte la marque sans avoir un côté news et nouvelles. Et donc les réseaux sociaux sont vraiment pour nous une façon de communiquer sur l'agenda de la marque, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc on communique en différentes langues, en essayant de segmenter pour pas que nos clients reçoivent de l'anglais s'ils sont en France ou du coréen s'ils sont à Paris. Et voilà, c'est vraiment le calendrier d'activité de la marque. Et par contre, donc ça c'est sur la partie Facebook. Et sur la partie Instagram, on aime beaucoup ce C2C et on laisse ça vivre. On regarde ça de façon assez attentive et on n'essaie pas de s'immiscer. Moi, j'adore que mes clients s'approprient la marque, la partagent avec leurs amis, et j'adore lire les commentaires, mais je n'essaie pas de me réapproprier ses fans ou ses clients. Je trouve ça très bien, ça existe tout seul et ça donne de la légitimité à ce qu'on essaie de faire. Alors, juste ajouter une petite chose, effectivement on parlait d'Instagram et du C2C, s'il y a encore des annonceurs parmi nous dans la salle, il y a une chose qui est hyper intéressante, alors des fois qui est un peu violente, mais tapez votre marque sur Instagram, sur le moteur de recherche, et regardez vos consommateurs. Je trouve que c'est un exercice qui est fabuleux. Le bon conseil du jour. Moi, Après le bon sens, le bon conseil du jour. Je le fais régulièrement quand je vais auditer, je vais voir un client, je vais d'abord auditer ça. C'est-à-dire que ça donne, alors c'est pas une étude, je dirais, c'est pas un panel consommateur etc., mais ça donne une intuition, ça donne des insights. Et ces insights-là, on peut s'en servir derrière pour carrément déclencher une campagne. Donc ça, c'est des choses hyper intéressantes, je trouve, à analyser. Oui, merci pour le conseil. Perrine ? Alors, moi, j'ai regardé 2 communautés, celle de mes clients et celle de mes vendeurs et revendeurs, pour savoir sur quels réseaux sociaux ils étaient. Et clairement, c'est Instagram, en ce moment, qui est à leur prédilection. Notre actionnaire et fondatrice est hyper active sur Instagram. Et clairement, donc, c'est un peu rentré presque dans notre ADN. Nativement, on est très à l'aise sur Instagram. On trouve que c'est facile de mettre des photos, on a même créé des films. Enfin là, on est en train de se dire qu'on peut créer un vrai contenu intéressant. Effectivement, sur l'actualité, ça sera un bon levier pour montrer un peu notre actualité. Et ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de le réinjecter dans notre site pour pouvoir faire le travail qu'une seule fois. Et ensuite, on a regardé ce que faisaient nos vendeurs et revendeurs. Eux aussi sont sur Instagram. On espérait qu'ils soient sur Twitter pour qu'on ait un peu plus de texte. Ils ne le sont pas du tout. Et donc, on s'est dit qu'on n'irait pas tant qu'on n'aurait pas une communauté de vendeurs capable d'alimenter
d'eux-mêmes en fait les tweets, parce qu'on n'avait pas du tout envie de faire ça du siège fictivement. Voilà. Davy, vous avez un... Alors, deux choses sur la partie des réseaux sociaux. D'une part, on a de plus en plus d'enseignes qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, mes vendeurs, mes conseillers veulent communiquer en direct avec les clients. Est-ce qu'on peut respecter la charte, etc., globale qui est imposée? Est-ce qu'on peut garder l'information que ces daily correspondances sont bien enregistrées dans le CRM? Comment on fait pour maîtriser les communications, etc.? C'est des questions que nous posent de plus en plus d'enseignes parce que elles sont très importantes. Aujourd'hui, on a des enseignes dans la haute joaillerie, notamment au Japon, où on va dire à peu près un tiers des correspondances qui sont faites via ce canal-là ont un retour sur investissement, ont une personne qui va venir dans le magasin directement. Donc aujourd'hui, on a d'un côté ces enjeux-là, qui est de dire comment vraiment centraliser, encore une fois, garder toutes ces correspondances, toutes ces logs, toutes ces interactions entre un vendeur, un conseiller et ses consommateurs, et potentiellement son portefeuille de consommateurs qu'il va piloter, animer au quotidien pour faire revenir ceux qui ne sont pas venus depuis 6 mois, ceux qui ont leur date d'anniversaire de mariage, etc., etc. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est comment justement identifier, par exemple, les ambassadeurs, ceux qui portent la bonne parole sur les réseaux sociaux, pour faire en sorte que quand ils viennent dans le magasin, je leur déroule le tapis rouge et qu'ils prennent en sortant la photo qui va bien du sac porté, et ensuite qu'on nourrisse vraiment cette viralité, parce que aujourd'hui, c'est typiquement quelque chose de très très fort pour la marque. Tout à l'heure, j'ai entendu la personne de Spoutnik qui disait que on devient tous des médias. C'est vrai. Aujourd'hui, chaque consommateur avec son Je suis d'accord. avec son portable, avec ses réseaux sociaux, véhicule une information. Et si on peut arriver à aider justement cette communication, et je trouve ça très bien aussi de laisser aussi un petit peu vivre ces communautés et alimenter par eux-mêmes ces différents réseaux sociaux. En tout cas, c'est un vecteur de croissance, je pense, autour de la notoriété et autour potentiellement de l'accroche et de stimuler les consommateurs qui est très très forte et qu'il ne faut pas négliger, je pense. Ariana ? Moi, je trouve qu'il y a des allers-retours très intéressants entre l'email marketing et les réseaux sociaux. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux dans l'éveil pour montrer aux marques que l'approche, en général, sur les réseaux sociaux est beaucoup plus ludique et beaucoup plus dans l'émotionnel que dans l'email. Donc, moi, ce que je veux, c'est véhiculer ça aussi, l'identité de la marque, la personnalité. C'est pas du retailtainment, c'est de l'email-nainment. Voilà, exactement. Et j'aime bien m'amuser donc avec les réseaux sociaux à l'intérieur des emails. On peut avoir des images qui peuvent être épinglées, donc arriver directement sur Pinterest. On peut faire énormément avec des feeds en temps réel. Bon, après, il faut avoir le courage de le faire, mais ça peut se faire. On peut avoir des emails avec hashtag, les partages sur les réseaux sociaux. Donc ça, d'une part. D'autre part, je pense que les réseaux sociaux peuvent devenir un vrai outil de CRM. C'est-à-dire que les données des réseaux sociaux peuvent alimenter nos bases de données et nous permettre d'avoir une vision encore plus riche, encore plus vaste et encore plus globale de nos contacts, qu'il s'agisse de clients ou de prospects. Donc avec Facebook Custom Audience, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent changer. Social login ou autre. D'accord. Alors, il est déjà l'heure de nous quitter. Et alors, on va faire une conclusion. Tout à l'heure, je vous ai posé une question en introduction à chacun. Et là, je vais vous poser une question. C'est quoi le futur, justement, dans les stratégies de contact et de communication du luxe? Stéphane, et alors pareil, une phrase. On n'a pas le droit de tricher. Je vais essayer de reprendre un peu ce qui a été dit là ce soir sur ce plateau. Effectivement, je pense qu'il faut penser des modèles hybrides. Je prends le dernier exemple, c'est Instagram qui devient un outil CRM. Nous, on l'a déjà fait pour un hôtel de luxe, par exemple, où on a un compte fermé et dès qu'on observe un client qui est visiteur de cet hôtel, on le pop pour qu'il rentre dedans, mais on accepte son entrée quelque part dans le compte Instagram. Donc du coup, quelque part, on ne cherche pas à avoir des milliers de followers, on cherche à en avoir 23, mais clients. Vaut mieux en avoir des engagés, en clair. Une vraie communauté de consommateurs, de clients, plutôt que du nombre. Voilà. Donc ça. La qualité, mais pas la quantité. Excusez-moi, Sylvie. Pour nous, je pense que notre vision du digital, c'est vraiment cette transparence. Je pense qu'on est une marque qui est très authentique. Et je pense qu'avec le digital aujourd'hui, si on n'est pas authentique, ça se voit très très vite. Et je pense que pour le coup, quand on est très authentique, ça se voit également. Et c'est quelque chose dont on bénéficie énormément. Donc c'est partagé, c'est l'envers du décor, beaucoup plus que quelque part l'actualité ou le futur. C'est comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce que ça existe. Et c'est comme ça qu'on arrive à rallier une communauté qui est très fidèle. Moi, j'aime bien la communauté. Je vais venir quand vous ferez votre prochaine démonstration. Perrine.
Je ne sais pas ce que sera l'avenir, parce que ça change beaucoup. Ça... Voilà. Non, j'ai envie de penser qu'en tous les cas, le digital dans l'avenir, ce ne sera plus un sujet à part. Ça sera un sujet dans le retail ou un sujet dans la communication. Et puis, il n'y aura pas un colloque digital. Je crois qu'on n'en est pas loin, en fait, aujourd'hui déjà. Merci. Alors, pour conclure en fait sur la partie digitale, je vais citer un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes, que j'aime beaucoup, qui dit que plus le monde se digitalise, en fait, plus le réel va gagner en valeur. Concrètement, plus les clients vont justement avoir un parcours digital, plus le moment où ils vont rencontrer un vendeur et avoir une relation humaine va avoir de l'importance. Et ça, je pense que c'est très fort, et toutes les enseignes, toutes les marques qui ont justement cette valeur-là, d'avoir des talents qui au quotidien sont le lien direct, la relation humaine directe avec le consommateur, vont devoir en tirer profit. Voilà. Moi, je pense que ce qu'on va faire de plus en plus, c'est du one-to-one. On sait en faire, mais du vrai one-to-one omnicanal, avec des parcours pour le consommateur. On a dit que l'omnicanal, c'est laisser le choix aux consommateurs. On ne veut pas les forcer à recevoir des SMS, à recevoir des emails, à faire du shopping en ligne et pas en magasin. Donc les vrais parcours, ça va être en mesure de vraiment capter les préférences, mais pas seulement les préférences générales, mais les préférences à l'instant T. Donc lorsque j'effectue un achat, qu'est-ce que je veux comme confirmation de l'achat ? Tout d'abord, je veux un email. Est-ce qu'une notification push, ça m'arrange ? Est-ce qu'un SMS, on va pas parler des SMS, c'est encore moins sexy que l'email, mais pour les confirmations de commandes, c'est génial. Donc ça veut vraiment dire qu'on va être dans une logique où on va avoir les contenus, toutes les possibilités, et ensuite du vrai omnicanal pour dire, le message de bienvenue, c'est un concept. Est-ce que le bienvenu, ça va être le vendeur en magasin ? La bienvenue, est-ce que ça va être le vendeur en magasin ? Est-ce que ça va être un email ? Est-ce que ça va être une notification ? Qu'est-ce qui se passe après l'achat ? Est-ce que je vais recevoir un appel d'un call center ou est-ce que je vais recevoir un email avec un sondage ? Et là, ça va vraiment être intéressant. Mais là aussi, on y est presque. Ok, eh bien vraiment merci beaucoup de votre participation. Merci à Stéphane Gallieni de Ballistique, merci à Sylvie Ganter d'Atelier Cologne, merci à Perrine Corvézier de Maison Ulens, merci à David Ovéane de Cégide et merci à Ariana Lagalante. Merci à vous. Merci à vous. De Contact Lab. Merci, à très bientôt. Alors je crois que nous avons les deux autres co-organisateurs du Digital Lux Meeting qui vont venir faire le mot de conclusion avec Marie-Pierre Schmitt de Bentaberry et Franck Prime de OnePlace. Donc c'est à moi de parler. Bon, j'espère que ça vous a plu. Les derniers, je remercie tous les... je sais pas, vous êtes une soixantaine sur la fin. Nous, ça nous a plu d'organiser ça avec Marie-Pierre et avec Jérôme. Je vais être très court. Je ne sais pas ceux qui étaient présents au début, donc je ne vais pas vous reminer le moral sur l'ARSLA, la SLA et toutes ces histoires-là. Mais intéressez-vous au sujet. Franchement, vous en avez les moyens. Le temps, ça m'étonnerait, mais au moins un petit peu de temps de votre part sur un sujet aussi important me ferait plaisir et nous ferait plaisir à tous les trois. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez vécu avec nous l'évolution du monde du luxe vers le digital, la convergence entre le luxe et le digital. Et je vais laisser la main à Jérôme et à Marie-Pierre en vous attendant sur les prochains événements que nous organisons ou qui sont un petit peu plus proches du e-marketing comme le T2M ou le digital tourisme que je vais lancer dans 15 jours. Voilà. Merci. Voulez-vous vous remercier de nous avoir tous écoutés et d'avoir consacré du temps à tous ces experts qui étaient là aujourd'hui. Un monsieur que je ne connais pas, mais vient de dire quelque chose que j'ai trouvé très frappant aussi durant toute cette journée, c'est que le luxe et le digital, c'est une affaire qui, quand même, paraît relativement compliquée, puisque ce matin, on a parlé beaucoup de luxe et j'avais beaucoup de mal à recentrer le débat sur le digital, bien qu'on
On a eu en face de nous de grands experts. Et cet après-midi, on a parlé beaucoup de digital et on avait du mal à prononcer les mots de luxe. Monsieur, je vous remercie de m'avoir offert cette conclusion parce que c'est celle à laquelle j'adhère beaucoup. C'est que finalement, c'est pas si simple, contrairement à ce que l'on dit. C'est à croire que lorsqu'on est dans la tech, on a du mal à évoluer à envisager de parler de luxe. Et quand on est dans le luxe, on a encore du mal à prononcer le mot digital. Et je terminerai également sur le fait que le digital, moi je l'entendais dans le sens de numérique et d'innovation. Et pour beaucoup, le digital reste du e-commerce. Or, c'est beaucoup plus large que cela. Et voilà. Merci encore une fois de votre intervention. Merci monsieur de m'avoir offert cette conclusion. Alors effectivement, ce matin, il y a eu beaucoup de luxe et cet après-midi, il y a eu beaucoup de digital. Je suis d'accord. Et puis moi, je pense à une phrase que je pourrais paraphraser concernant le digital, qui est celle-ci. L'innovation, une innovation réussie qui fait changer le comportement de l'utilisateur, eh bien, elle est réussie justement quand l'utilisateur n'a pas l'impression de changer de comportement. Et je pense que c'est un peu la même chose pour le digital aujourd'hui, aussi bien dans le luxe que dans d'autres domaines. Je vous remercie d'être venu et j'espère qu'on vous reverra l'année prochaine au même endroit. À très bientôt.